Alors Charlotte, quoi de neuf du côté de l'eau en Alsace? Eh bien, de l'eau, il y en a partout en Alsace. On pourrait presque dire que l'Alsace est comme une petite île. Avec une nappe phréatique d'un seul tenant. Alors quel est l'avenir justement de l'eau en Alsace? Petite balade en barque sur le Rhin pour jauger de la qualité de l'eau. Et vous découvrirez la centrale géothermique de Soultz-sous-Forêt, où l'eau descend à 5000 mètres de profondeur pour remonter à 200 degrés. Très chaud tout cela. Est-il possible de faire de la neige écolo? Vous allez le découvrir au Champ du Feu. Vous comprendrez comment à Rouffach, on détruit les produits toxiques grâce à l'association du végétal et de l'eau. C'est dingue, non? Alors quoi de neuf? C'est de l'innovation, mais c'est surtout une nouvelle façon de penser. L'eau est un enjeu majeur, mais l'eau est de plus en plus polluée aujourd'hui par les pesticides et les nitrates. Alors vous le voyez, nous sommes dans les vignes à Rouffach, où une expérience de lutte contre les pesticides est menée ici, dans ce bassin d'orage. Alors Caroline, vous êtes professeure à l'école du génie de l'eau et de l'environnement, une école qui est basée à Strasbourg. Que fait cette école ? Cette école forme plus particulièrement des futurs ingénieurs en environnement, plus particulièrement dans le domaine de l'eau. On pourrait résumer ça en quelque sorte en ingénierie et sciences pour l'environnement. Alors on sait qu'en Alsace, on a une spécificité, c'est une nappe phréatique d'un seul tenant. Est-ce que ça peut poser un problème? J'ai entendu qu'en cas de pollution, c'était véritablement un souci. On pouvait retrouver la pollution à un endroit, un petit peu partout disséminée dans cette nappe phréatique. Est-ce vrai? Alors, la nappe phréatique alsacienne est complètement adjointe à l'écoulement du Rhin. Donc, le Rhin coule du sud vers le nord. D'accord. Et on a donc des transferts de pollution qui sont, quand il y a pollution, gérés par ces écoulements souterrains, drainés par le Rhin en quelque sorte. Vous travaillez également au sein de votre école sur un projet européen qui s'appelle Hardwet. Oui. Qu'est-ce que c'est Hardwet? On veut dans ce projet-là utiliser des zones particulières qu'on appelle des zones humides artificielles pour le traitement des produits phytosanitaires qui viennent des agrosystèmes. Alors par agrosystème, on entend plus particulièrement des bassins versants qui sont occupés par des parcelles agricoles, plus particulièrement également des parcelles viticoles. Alors si on est aujourd'hui ici dans ce bassin d'orage, il y a une véritable raison, parce que Gwenaël y passe ses journées. Je voudrais qu'on explique bien ce qu'est un bassin d'orage. Alors ici nous sommes dans un bassin versant viticole, donc les viticulteurs vont parfois devoir faire recours à des pesticides, Ouais. donc des herbicides, des insecticides, des fongicides aussi. Et ces eaux-là vont arriver lors d'événements pluvieux intenses et les eaux vont être récoltées dans ce bassin-là, qui a d'abord une vocation hydraulique. Donc le but est d'abord de protéger le village de Rouffach des crues éventuelles. D'accord, donc l'eau va venir ici plutôt que dans le village. Exactement, va être retenue. Et à partir de là, ce qui va nous intéresser, ce qu'on va étudier, c'est ce potentiel à abattre, à traiter ces contaminants qui viennent de l'eau de ruissellement. Le végétal va permettre d'assainir, on peut dire comme cela, tous ces produits phytosanitaires. Comment c'est possible? Alors, ce qui va se passer dans ces milieux-là, c'est en fait une interaction entre d'une part les plantes, entre d'autre part les micro-organismes, le sol et l'eau. Et c'est en fait ce quadruplé à travers sa synergie, ces interactions, qui va se transformer et qui va permettre à terme en fait de créer la matière nécessaire pour que les contaminants puissent être traités. Il faudra combien de temps pour que ces plantes nettoient 1000 litres d'eau? Est-ce qu'on arrive à le quantifier ça? Alors, il faut bien distinguer les ouvrages. Ici, on est dans un bassin d'orage et donc le temps de rétention doit être par essence court pour continuer à protéger le village de Rouffach. D'accord. Maintenant, si on regarde dans un milieu humide naturel ou dans d'autres types de milieux humides, c'est un processus qui va se faire. Ça peut aller de l'ordre du jour et jusqu'à l'ordre du mois, voire même de l'année, en fonction du type de végétaux qui est mis en place, du rythme de croissance saisonnier et puis des paramètres environnementaux. Et c'est l'ensemble en fait de ces paramètres qui vont faire qu'un système va s'avérer efficient ou moins efficient pour traiter des contaminants. Qu'est-ce que vous attendez d'une expérience comme cela? Une meilleure qualité de l'eau,
agir le plus en amont possible, afin que l'eau qui s'écoule de l'amont vers l'aval eh bien, arrive à l'aval, c'est-à-dire dans la nappe phréatique alsacienne qui alimente pour plus de 80% les robinets des Alsaciens, arrive avec la meilleure qualité possible. Est-ce que ce type d'expérience, on pourrait l'élargir au reste de l'Alsace, voire à la France ou à l'Europe? Oui, alors on a déjà anticipé cette question. Au niveau de l'Alsace, on a répertorié l'ensemble de ces types d'ouvrages-là, une centaine sur le piémont alsacien, Pas mal. avec à peu près 75% qui ont une configuration très proche de ce bassin d'orage-là. Au niveau de l'Europe, on a des enjeux encore plus larges qu'ici, puisqu'on s'adresse aussi à d'autres zones humides artificielles, des fossés végétalisés ou alors des zones forestières que l'on peut dédier aussi à ce type de traitement de l'eau. Donc on a un bon potentiel pour pouvoir diminuer, puisque la pollution due aux produits phytosanitaires entre l'amont et l'aval, et diminuer cette pollution, on peut atteindre jusqu'à 70% d'abattement de pollution, donc ça c'est intéressant pour l'Alsace, pour le Piémont, pour la qualité de l'eau alsacienne. Donc grâce à ça, la qualité de l'eau en Alsace ne peut être que meilleure. Meilleur. En 100 ans, notre consommation d'eau a augmenté 2 fois plus vite que la population mondiale. Et pourtant, un tiers de cette même population manque d'eau. Nous consommons toujours plus sans nous soucier des conséquences sur notre environnement ou sur notre santé. Et comme si cela ne suffisait pas, nous empoisonnons notre eau par nos activités diverses. Et oui, c'est l'éternel refrain. Face à la pression économique, nous développons des solutions technologiques rentables. Le développement de l'agriculture intensive a engendré l'utilisation massive de produits phytosanitaires. Ok, je m'arrête, je vois que je parle chinois. Un produit phytosanitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un pesticide, même si le terme phytosanitaire recouvre une réalité positive de protection du monde végétal. Dans les phytosanitaires, on retrouve des produits hautement toxiques. Et pas moins de 320 000 tonnes de ces produits chimiques sont épandus chaque année, rien que sur le territoire agricole européen. Ils polluent les lacs, les rivières et les nappes phréatiques. En France, certains de ces produits auparavant utilisés sont aujourd'hui dénoncés, voire carrément interdits. Ils sont trop dangereux. Un triste exemple, l'Union nationale des apiculteurs a dénoncé l'utilisation du phytosanitaire Gaucho, commercialisé par la société Bayer, qui serait responsable d'une surmortalité des abeilles. Un certain Albert Einstein nous avait prévenu. Le jour où il n'y aura plus d'abeilles sur notre planète, l'humanité n'en aura plus que pour 50 ans. Étienne Arleb, vous êtes adjoint à la mairie de Rhino, chargé de l'environnement. Ici, nous sommes sur une île, alors ça paraît paradoxal en Alsace, c'est l'île de Rhino qui est côté français uniquement, on est d'accord? Côté français uniquement, oui, tout à fait. Quelle est la qualité de l'eau que l'on trouve ici sur l'île de Rhino? Elle est bonne, elle est bonne. Aujourd'hui, on peut dire qu'on peut être satisfait avec la qualité de cette eau dans ces milieux. Alors Étienne, on parle de renaturation. C'est quoi exactement la renaturation? La renaturation, c'est redonner tous ses droits à la nature. C'est-à-dire faire en sorte qu'une fois renaturé, l'homme n'ait plus à intervenir dans ces milieux pour que puisse se faire une auto-épuration. Alors exemple ici, par exemple, on a travaillé là-dessus pour créer donc ce chenal d'amener. On a dû intervenir dans ce milieu. Le terrain a été bougé, on a travaillé dessus et on a laissé faire la régénération naturelle qui est là. Donc, ça veut la dire nature, que ça, vous ne l'avez pas planté, vous? Non, on ne l'a pas planté. Ça, c'est quoi, un peuplier? C'est un peuplier. Derrière, il y a de l'aulne, il y a un peu de frêne, il y a divers essences. On n'intervient que quand il y a nécessité d'intervenir, c'est-à-dire quand des embâcles se créent. Embâcles, c'est quoi? Embâcles, c'est des rémanents ou des branches mortes qui traînent, qui obstruent un ouvrage. Voilà, ce genre de choses. Là, on arrive, on enlève et puis on ne touche plus. Donc, renaturation. Le but de la renaturation, c'est l'auto-épuration. C'est que la nature puisse elle-même se nettoyer, faire sa toilette comme elle en a besoin. Si le Rhin est en crue, que se passe-t-il? Si le Rhin est en crue, il gonfle ses rivières. Ces rivières emmènent des sédiments, les déposent dans la forêt, qui, elle, les retravaille par le biais des roseaux, des arbres, des arbustes, de l'arbustif. Et voilà, le nid est nettoyé, le poisson retrouve de la nourriture, parce qu'il faut savoir que le gravier,
c'est quand même là où ils trouvent la nourriture, où le plancton se développe, et puis voilà. Pourquoi on n'a pas fait la renaturation plus tôt? Ben parce que parfois on n'en était pas tellement conscient, et puis on a eu d'autres priorités. Voilà. Eh ben merci Étienne. C'est quoi Étienne? On va aller se balader encore dans ces combien d'hectares? 375. 375 hectares, De- c'est l'île de Rhénau. Et tout le monde peut venir, hein. C'est pas du tout fermé. Non, c'est pas fermé. Et il suffit, il y a une seule condition, ben, ma foi, c'est de respecter la nature et puis de la laisser telle qu'on la trouve, pour que les générations qui suivent puissent encore en profiter. En plus, il est philosophe. Dans la région rhénane, il y a une petite particularité. Je vous l'explique. Si vous creusez dans le bassin parisien, à 2 km sous terre, la température de l'eau sera à peu près de 70 degrés. Ici, chez nous, à 2 km, c'est 145 degrés. Autrement dit, vous allez découvrir un site de géothermie de grande profondeur. Ah, je peux vous dire qu'à Kutzenhausen, il fait plutôt très froid aujourd'hui. Albert Ginter, vous êtes le coordinateur scientifique, géologue de formation. Ici, sur ce site de géothermie profonde, on est clair, il n'y en a pas d'autre en France. Non, c'est le seul site en France et même en Europe. Et nous sommes une expérience, une aventure européenne. Donc pour l'instant, nous avons la primauté des expérimentations. Alors Albert, il faut m'expliquer la géothermie profonde, qu'est-ce que c'est? Alors ça marche comment? Alors en fait, ici, ce forage, il va à 5000 mètres de profondeur. Et l'idée, nous avons une pompe qui est installée, une pompe à 350 mètres. Ouais. Et ici, c'est le moteur de la pompe. Et le moteur de la pompe fait tourner un axe et donc pompe de l'eau chaude que nous remontons en surface. Et cette eau chaude, nous l'envoyons vers un échangeur de chaleur pour fabriquer de l'électricité. Vous creusez très profond, c'est pourquoi? C'est pour récupérer la chaleur du sous-sol? C'est pour récupérer la chaleur du sous-sol qui est en fait contenue dans de l'eau chaude à 200 degrés, qui est elle-même piégée dans des grandes failles, puisque l'Alsace est une région de failles, c'est un graben, et il y a de nombreuses failles sur les bords du graben, mais également au cœur de l'Alsace, et nous nous intéressons à ces failles qui contiennent de l'eau chaude. Alors projet européen, de nombreux pays participent à ce travail. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver demain à chauffer comme ça des populations grâce à l'énergie de notre sous-sol? Alors ici, on ne fait pas du chauffage au sens strict, on fabrique de l'électricité puisqu'on n'a pas de consommateur de chauffage, mais on pourrait très bien chauffer des gens, il faudrait qu'on ait des réseaux de chaleur, ce qu'on n'a pas ici. Mais l'idée, c'est quand même de maîtriser ces technologies, de forer à grande profondeur, remonter ces eaux chaudes, fabriquer l'électricité. Tout ça, c'est des équipes pluridisciplinaires, des spécialistes du sous-sol, des ingénieurs de surface, et effectivement via des équipes transeuropéennes. Une fois qu'on a pompé l'eau, il faut évidemment la transformer en électricité. Ça se passe où? Ça se passe juste derrière, où nous avons la turbine et les générateurs, et je peux vous y conduire maintenant pour montrer. Je vous suis. Ici, on a la partie où on produit l'électricité. Ouais. Donc juste derrière moi, vous avez la génératrice, le courant électrique qui sort. Donc l'idée générale, l'eau chaude arrive à des échangeurs. C'est échangeurs de chaleur en fait. À l'intérieur, il y a un gaz. Ouais. C'est du butane en fait, comme vous pouvez chauffer votre maison avec. Donc on le chauffe. Et ce gaz, il part dans une turbine et c'est lui qui actionne la turbine. Et il fait tourner une turbine. Et donc cette turbine
eh bien, mécaniquement, elle-même va faire actionner ce générateur d'électricité et on produit donc de l'électricité qui part ensuite sur le réseau électrique. Alors Kutzenhausen, vous avez commencé tout cela, on va dire, il y a 22 ans. En fait, la chose un petit peu étonnante, c'est que vous ne produisez de l'électricité, on va dire, que depuis quelques mois. Est-ce que cette électricité est vendue? Est-ce que ça a un coût? On sait que ce type d'électricité, pour être rentable, doit être au moins de 20 centimes d'euros par kilowatt. Et donc, on espère la vendre à ce tarif à partir du deuxième semestre 2009. Puisque c'est une si belle idée, pourquoi est-ce que c'est le seul site et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça plus tôt? C'est vrai que c'est un site qui est commencé par des études scientifiques, donc avec des projets, avec des fonds publics. Donc il a été très progressif, on a fait des mesures d'expérience, on a dit que ça avait l'air intéressant. Donc effectivement, c'est un peu une aventure de quelques personnes qui se sont battues. Et maintenant, on arrive à la synthèse et proche du résultat final. Voilà, c'est quand même drôle, hein. En creusant à 5 km, on récupère de l'eau chaude, cette eau chaude va devenir de l'électricité et peut-être que chez vous, vous chaufferez prochainement et bientôt grâce à cela. Notre planète est une véritable boule de feu. Plus de 99% de la masse de la Terre est à une température de plus de 1000 degrés. Ce n'est que dans les 3 km superficiels de croûte terrestre que l'on retrouve des températures inférieures à 100 degrés. Rendez-vous compte, dans les entrailles de la Terre, on gagne 1 degré tous les 30 mètres. L'énergie issue de la géothermie profonde pourrait être la solution idéale pour la planète. Naturelle, non polluante, puissante et surtout inépuisable. Exactement ce qu'il nous faut. La première centrale géothermique électrique a été installée il y a un siècle en Italie. C'est donc un principe qu'on connaît bien et que l'on retrouve aujourd'hui dans plus de 20 pays. Le problème de la géothermie profonde, elle n'est pas rentable. Les coûts de production sont trop élevés. Et les politiques privilégient des énergies telles que le pétrole, le nucléaire ou l'éolien. Malgré tout, l'expérience de Sulzu Forêt est aujourd'hui le seul programme de recherche scientifique qui aborde tous les aspects de la géothermie profonde, pourvu que ça dure. Dans un nuage à haute altitude, les températures sont glaciales et peuvent atteindre jusqu'à moins 70 degrés. Le nuage se compose de gouttelettes d'eau extrêmement fines qui sont en surfusion. Elles sont liquides alors qu'à cette température, elles devraient être solides. Il suffit alors qu'un corps étranger comme une poussière fasse office de noyau pour que se forme le cristal de neige. Ce cristal de neige grossit en se nourrissant de la vapeur d'eau du nuage. Les cristaux s'agglomèrent pour former le flocon de neige qui finira par tomber de son propre poids. Pendant sa chute, le flocon rencontre différentes températures et notamment le fameux isotherme 0 degré. Lorsque l'isotherme 0 degré est haut en altitude, le flocon a le temps de fondre avant d'atteindre le sol. C'est la pluie. Par contre, lorsqu'il est proche du sol, voire carrément au sol, le flocon reste à l'état solide et se dépose. C'est la neige. Lorsqu'il n'y a pas neige, c'est un problème pour nous autres, les skieurs. Alors va arriver en 1963 le tout premier canon à neige en Europe et il sera installé ici, chez nous, au Champ du Feu. Il est peu économe, grand consommateur d'eau et d'huile. Aujourd'hui, changement de stratégie et changement de programme, il y a le T60, on l'appelle également l'enneigeur. C'est un enneigeur de type ventilateur où on prélève l'eau de source qui vient dans ce bassin et qui est propulsée à travers les buses et propulsée par la turbine sur les pistes. Directement sur les pistes. Tout à fait. Soyons clairs, quels sont les produits chimiques qu'on utilise? Aucun produit chimique. Juré.
C'est sûr, c'est que de l'eau et de l'air, c'est tout. Cet enneigeur est déjà dépourvu d'huile. Les compresseurs, tout ce qui est dessus, sont dépourvus d'huile. Donc aucun risque de fuite. Il y a toujours une consommation électrique bien sûr, mais du fait qu'ils peuvent démarrer et produire directement, ils sont moins gourmands. Alors, j'ai envie qu'on découvre ce qu'il y a juste ici. Oui. C'est un petit bassin. Alors, c'est plutôt joli quand on passe à ski de part et d'autre. Ça sert à quoi? Ce qu'on appelle un bassin tampon, hein, c'est pour pouvoir alimenter en continu les enneigeurs. Donc c'est de l'eau qui vient des sources. On voit par là-bas l'eau qui sort. Tout à fait. Donc après, elle est pompée pour la mener au canon et les canons produisent la neige. C'est exactement le même phénomène que la neige naturelle Ouais. qu'on reproduit au niveau du canon. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration de la machine? Bien sûr. Alors, les températures, pour que ça fonctionne, il faut qu'elles soient négatives. Oui. Donc là, on est dans le négatif, on a moins 2 degrés, D'accord. donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et comme c'est un canon qui est entièrement automatisé, donc là, il se met en route, il va dégeler sa couronne. Ensuite, il nous présente l'angle de balayage qui est programmé dedans. Ça va permettre de pouvoir balayer quelle surface? Ce type d'appareil permet d'enneiger 1 hectare. 1 hectare. Oui. Et il peut balayer jusqu'à 160 degrés et il propulse la neige entre 30 et 40 mètres. Il y a un compresseur dedans parce que pour créer la neige, il y a des nucléateurs. Donc le nucléateur, c'est pour reproduire le phénomène naturel des fines gouttelettes d'eau qui tombent dans l'air et qui passent avec les grains de pollution, les poussières, qui permettent de créer le cristaux. Et ensuite, on a des buses qui projettent des gouttelettes d'eau. Et les cristaux qu'on a créés grâce au nucléateur provoquent la cristallisation des autres gouttelettes d'eau, et ce qui permet de faire de la neige. Et une chose tout à fait étonnante, c'est qu'il y a des roues. Ça veut dire qu'on peut le déplacer. Tout à fait. Ce qui n'était pas le cas des anciens. Non. Ça, c'est un enneigeur mobile. Donc, une fois qu'il y a un problème à quelque part sur une piste, ici, il faut faire un appoint de neige, on peut le déplacer, le mettre à cet endroit et produire de la neige. Sans neige, il n'y a pas de clients non plus ici. Tout à fait. Donc c'est plutôt intéressant pour l'économie locale que les stations de ski mettent des appareils de ce type-là. Oui. Ça marche pas? Il va se mettre en route. Il faut essayer une phase de démarrage. Donc là, il a fait chauffer la couronne pour pas que ce soit gelé. Maintenant, il va démarrer le compresseur et ensuite, il démarre la turbine seulement. Si on les avait pas, on serait fermé. Depuis Noël. Et grâce à ces 2 enneigeurs, on peut garder la station ouverte. Eh ben vous le voyez, finalement, la neige a encore un bel avenir devant elle. La neige en passionne plus d'un et en 1904, c'est un mathématicien suédois qui se pique d'intérêt pour elle. Helge von Kor est le premier à avoir dessiné une courbe fermée possédant un périmètre infini mais une aire limitée. On construit la courbe en reproduisant des triangles à des échelles de plus en plus petites, une infinité de fois. Cette courbe, appelée flocon de Kor ou flocon de neige, est la première courbe fractale de l'histoire des mathématiques. Mais la neige, c'est avant tout fascinant et elle inspire de nombreux artistes. Au Japon, par exemple, sur l'île d'Hokkaido, le Festival de la neige de Sapporo, qui se déroule en février, est une exposition de sculptures géantes qui peuvent atteindre jusqu'à 40 mètres de large. Cette manifestation attire des visiteurs du monde entier. En 2007, plus de 2 millions de personnes sont venues découvrir les fantastiques possibilités esthétiques de la neige. Petite prédiction météo pour les années à venir. Dans le nord de l'Europe, on assistera à une augmentation des précipitations hivernales, mais les pluies d'été se feront plus rares, tandis que dans le sud, les hivers et les étés seront moins pluvieux. Du coup, des phénomènes de sécheresse seront à redouter et des pluies de plus en plus violentes et intenses provoqueront de nouvelles catastrophes naturelles.
En 2050, on devrait enregistrer une hausse du mercure de 4 à 5 degrés. Et en 2090, la température moyenne de la Terre aura encore augmenté de 4 degrés supplémentaires. La fonte des glaces et des neiges en Arctique est prévue pour les années 2060, provoquant un déséquilibre thermique planétaire. Comme si cela ne suffisait pas, les Nations Unies prévoient que 4 à 7 milliards d'individus soient confrontés à une pénurie d'eau potable. Cette crise mondiale sera l'enjeu majeur du 22e siècle. Et l'eau coûtera plus cher que le pétrole. Bon alors Charlotte, petite note positive, on ne va pas faire dans le catastrophisme non plus. Voilà, surtout avec l'exemple de la géothermie à Soulsous-Forêt ou la préservation de la nappe phréatique. Nous autres Alsaciens, on est plutôt des bons élèves. En tout cas, on a conscience de l'aspect précieux de l'eau, de ce fameux or bleu. Et oui, c'est sûr, l'Alsace est plutôt un modèle dans son genre. Alors pour retrouver l'émission et tous les liens internet, rendez-vous sur france3.fr. Et sinon, on vous dit à dans 15 jours. Voilà, retour dans 15 jours. Quana, vous le savez, c'est l'innovation, mais c'est surtout une nouvelle façon de penser.